architecte, urbaniste, designer, photographe, directrice artistique, propagandiste de l'art pour tous. Je ne me définis pas, ce serait une limitation. La femme dont je vais vous parler aujourd'hui ne se définit pas car pour elle, se définir, c'est se limiter. Cette architecte, mais vous l'avez compris, pas uniquement architecte, peut-être la plus connue du XXe siècle, c'est Charlotte Perriand. Présenter Charlotte Perriand, c'est s'attaquer à un monument de l'architecture et du design. C'est une femme d'une personnalité exceptionnelle, qui veut révolutionner l'art d'habiter, avec une combativité dans tout ce qu'elle entreprend. Comme il m'a été difficile de condenser toute sa vie, j'ai fait le choix de consacrer 3 vidéos à la présentation de sa vie et de son œuvre. Dans cette première vidéo, je vous parlerai du début de sa vie, de son approche de l'avant-garde et de son arrivée dans cette avant-garde, de son engagement politique et enfin de son amour de la nature. Pour commencer, Charlotte Perriand est une architecte qui a été reconnue de son vivant, mais dont on a redécouvert l'importance il y a quelques années. En effet, il y a beaucoup de sérialisations qui ont été estampillées de l'atelier Le Corbusier, avec lequel elle a travaillé, mais elles sont en réalité de sa création. Une exposition lui a été consacrée au Centre Georges Pompidou en 2005-2006, puis une nouvelle grande exposition en 2018 appelée Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton, qui recréait des espaces architecturaux comme par exemple le pavillon de thé. Elle figure également au programme d'histoire des arts en terminale en 2020, ce qui montre sa reconnaissance. Charlotte Perriand naît à Paris en 1903 de parents issus du monde de la mode, avec un papa tailleur et une maman couturière. Elle passe ses 3 premières années en Bourgogne, dans une ferme, puis en Savoie pendant la Première Guerre mondiale. Ces va-et-vient entre la ville, Paris et la nature marquent sa vie et vont être, elle dira plus tard, un équilibre pour elle entre le corps et l'esprit. À l'âge de 12 ans, elle a l'appendicite et elle va à l'hôpital. Et elle trouve qu'elle se sent bien dans ce vide, dans ce dépouillement, en opposition à l'intérieur chargé et bourgeois de chez ses parents. Elle raconte plus tard dans sa biographie que c'est une image, une expérience qui va beaucoup la marquer et qui va vraiment finalement définir son style. Charlotte Perriand n'est pas très bonne élève, elle s'ennuie en cours, mais comme elle dessine bien, elle entre en 1920 à l'école de l'Union centrale des arts décoratifs. Elle suit les cours de Maurice Dufresne, qui est un artiste art déco. Donc l'art déco, c'est un mouvement né dans les années 1910 et surtout dans l'entre-deux-guerres qui rejette les formes courbes de l'art nouveau et propose des formes plus géométriques, plus symétriques et plus simples. En 1925, année de l'obtention de son diplôme, elle est sélectionnée pour présenter son projet de salon de musique lors de l'exposition internationale des arts décoratifs qui marque cette exposition l'apogée de l'art déco en Europe. En opposition à ces formes art décoratives, c'est à cette exposition de 1925 que Le Corbusier expose son pavillon de l'Esprit Nouveau. C'est le pavillon le plus moderne de l'exposition. Il reproduit une unité d'habitation fait avec des éléments standardisés et propose une révolution de l'intérieur. Il y a des toiles de peintres cubistes, dont Fernand Léger, avec qui Charlotte Perriand entretiendra une grande amitié, des casiers métalliques qui délimitent les différents espaces, des tables légères également en métal, etc. Donc Charlotte Perriand a peut-être aperçu ces formes nouvelles à cette exposition, mais elle ne sera pas tout de suite marquée par cette avant-garde. Pour se faire connaître, il faut que Charlotte Perriand participe à des salons. En 1926, elle présente un coin de salon au Salon des artistes décorateurs de Paris. Toujours ici dans ce style art déco avec des formes géométriques, mais pas vraiment épurées, toujours d'un intérieur assez bourgeois, cossu et confortable. Elle se marie avec Percy Scholefield, un négociant britannique de tissus, un des amis de ses parents, qui est de 20 ans son aîné, mais ils divorceront un peu plus tard en 1932. Le couple s'installe dans un ancien atelier de photographie dont Charlotte Perriand va concevoir l'architecture intérieure. L'année 1927 marque l'abandon des formes de l'art déco et un rapprochement avec les avant-gardes. Au salon d'automne, elle se fait connaître à 24 ans seulement pour son bar sous le toit, qu'elle conçoit pour son logement atelier. Et là, elle est en rupture totale avec ce qu'elle a proposé seulement 1 an auparavant. Elle abandonne le bois et utilise un matériau jugé moins noble, le métal, et une esthétique ici dépouillée, simple, en rupture avec l'art déco. Elle dit que lire les livres de Le Corbusier, qui sont vers une architecture et de l'art décoratif d'aujourd'hui, lui a enlevé littéralement un mur devant les yeux. Elle veut travailler avec lui, et donc comme elle a cette personnalité un peu sûre d'elle, elle va toquer à la porte de Le Corbusier en 1927, mais lui ne voit pas vraiment d'un bon œil que cette jeune femme de 24 ans, à l'enseignement assez classique, vienne directement chez lui, et donc lui aurait répondu, selon les versions, « Ici on ne fait pas de la broderie » ou « On ne brode pas des coussins ». Bon, toujours Le Corbusier très délicat, mais il remarque avec son cousin Pierre Jeanneret son bar sous le toit et il va la recontacter pour qu'elle collabore avec lui pour l'équipement de ses œuvres. Et va rester en association avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret jusqu'en 1937. Fin 1927, début 1928, il y a ces 2 œuvres majeures qui sont présentées au Salon des artistes décorateurs. Ce fauteuil, même s'il est signé de Jeanneret et de Le Corbusier, est pourtant un jalon dans la carrière de Charlotte Perriand.
Il pivote grâce à un roulement à billes qu'elle porte d'ailleurs en collier, gage de sa modernité, et il est en tube et en cuir. L'attention est portée sur le corps ici, des mouvements de l'utilisateur du siège. Le dossier encercle les reins et permet de se tourner. La table extensible relève elle aussi de l'industrialisation en tube d'acier chromé, un matériau économique. Et elle est recouverte de caoutchouc et se déroule et s'enroule et peut accueillir de 5 à 11 personnes. La nouveauté ici, c'est vraiment la volonté de produire des meubles en série pour meubler les foyers français. Les arts décoratifs ne sont donc plus uniquement réservés au public bourgeois. Et même si cette industrialisation des meubles de Charlotte Perriand s'avère être un échec, c'est vraiment une nouveauté à cette époque. En 1928, elle crée cette chaise longue basculante, là encore, qui deviendra une icône du design moderne. Dessinée dans le cadre d'un programme du Corbusier pour créer un ensemble de meubles modernes pour équiper des villas, c'est à la fois un fauteuil, une chaise longue, un siège de repos et un rocking chair. Elle est réalisée avec une armature tubulaire soudée pour permettre la production en série et donc la réduction du coût de fabrication, et fonctionne uniquement par glissement, sans aucune mécanique. Charlotte Perriand est également engagée politiquement. En 1929, elle est membre fondateur de l'UAM, aux côtés d'Al Lindgren notamment, dont j'ai déjà parlé. L'UAM, c'est l'Union des artistes modernes. C'est une association qui souhaite s'émanciper de la pure décoration et se concentrer sur la fonction des objets. En 1936, Charlotte Perriand participe avec d'autres membres de cette UAM au Salon des Arts Ménagers du Grand Palais, où elle présente un grand photomontage appelé La Grande Misère de Paris. Ce photomontage veut dénoncer l'insalubrité et la précarité des logements dans Paris. Composé de photographies aériennes et de gros plans pour attirer l'attention du visiteur, Charlotte Perriand rappelle également des chiffres importants sur la mortalité infantile, la charge de travail de la ménagère et interpelle les autorités politiques en appelant à un avenir meilleur. Mais Charlotte Perriand est aussi engagée contre les idées fascistes entre 1937 et 1939. Cela se reflète dans les formes libres de ses œuvres de cette époque, avec une recherche d'asymétrie dans un monde qui est académique et qui se totalitarise de plus en plus. Elle propose des formes inspirées par l'observation attentive des besoins de l'usager, de ses mouvements pour rendre un tout qui soit ergonomique, également inspiré par la nature. Un exemple de cette volonté de forme libre, c'est le bureau Boomerang, réalisé en 1938 pour les réunions de rédaction du directeur du journal communiste Ce Soir. Il lui permet de diriger tout en dialoguant avec tous sans hiérarchie. Et cette forme asymétrique du boomerang évoque ici l'action. 1937, c'est également l'année de la rupture avec l'atelier du Corbusier, autant pour des dissensions personnelles que politiques, puisqu'elle juge que le Corbusier n'est pas assez communiste. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la place de la nature. Charlotte Perriand a vraiment une passion pour la nature, surtout pour la montagne. C'est une sportive de haut niveau, elle pratique l'alpinisme en Savoie, le canoë-kayak, le ski, la spéléologie, la natation, parfois même au péril de sa vie puisqu'elle manque de se noyer 2 fois lors de tempêtes. Quand elle est à Paris, elle part toutes les fins de semaine en forêt de Fontainebleau ou sur les plages de Normandie comme à Dieppe. La nature est vraiment une source d'inspiration pour sa création, comme le sont des nouvelles technologies. Elle se lance d'ailleurs dans les années 1930 dans une série de photographies d'objets de la nature, où elle se rend souvent avec ses amis le peintre Fernand Léger ou avec Pierre Jeanneret. Dans les années 30, elle se spécialise aussi dans l'architecture préfabriquée pour les loisirs, et toujours dans une optique d'industrialisation et d'économie de moyens et pour construire pour le plus grand nombre, alors qu'on est avant l'avènement du Front populaire et des congés payés qui arrivera en 1936, mais aussi dans une optique d'habitation minimum pour avoir un impact réduit sur la nature. Elle conçoit avec Pierre Jeanneret dans les années 1930 plusieurs projets d'habitation de vacances. En 1934, cette maison au bord de l'eau, qui est une maison préfabriquée, montable, démontable, qui est livrée comme un kit à construire soi-même et qui s'adapte à tous les terrains. Elle peut s'agrandir, etc. Et au centre, il y a une terrasse pensée comme un camping. Le refuge bivouac, lui en aluminium, il est présenté d'abord à l'exposition internationale de Paris, puis testé en Haute-Savoie à 2000 mètres d'altitude. Et enfin le refuge Tonneau en 1938, qui est une structure en forme de parasol, enchâssée dans un cylindre et inspirée d'un manège pour enfants. Il se monte en 3 jours et nécessite 6 personnes. Il restera malheureusement à l'état de projet en raison de la guerre. Et les photographies que vous voyez là sont des photographies du prototype qui a été refait pour l'exposition à Louis Vuitton. Ces projets sont restés à l'état d'ébauche car l'époque était l'architecture régionaliste, décorative, qui rappelait le luxe bourgeois et non pas ce face-à-face un peu rude et minimaliste avec la nature. Mais ces innovations vont trouver un écho dans les années 1960 dans la station des Arcs en Savoie dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter et à partager et à bientôt.